Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Il y a 3 mois, j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital pour ce qui s'est avéré être un problème cardiaque critique nécessitant une opération immédiate. Ma fille de 2 ans, Chloé, avait besoin de quelqu'un pour la garder pendant que je passais sur le billard. J'ai appelé mes parents depuis l'ambulance du SAMU, la voix tremblante, avec l'impression d'avoir la poitrine écrasée dans un étau. Maman, il faut que tu viennes chercher Chloé. Ils disent que je dois subir une opération du cœur en urgence. J'ai peur. Il y a eu un silence. Puis la voix de ma mère a résonné. Glaciale et agacée. Camille, tu en fais toujours des tonnes pour tout. C'est sûrement juste une crise d'angoisse. Tu sais comment tu es. Maman, je suis dans une ambulance. Le médecin urgentiste est littéralement en train de me dire que mon rythme cardiaque est dangereusement irrégulier. S'il te plaît, j'ai juste besoin que tu gardes Chloé quelques heures. On ne peut pas, a-t-elle répondu d'un ton sec. Ton père et moi avons des projets ce soir. On emmène ton frère voir Mylène Farmer au Stade de France. Ça fait des mois qu'on a ces places. Tu sais à quel point c'était dur de les avoir. Je n'arrivais plus à respirer, et ce n'était pas seulement à cause de mon cœur. Maman, je pourrais mourir. Ta petite fille a aussi besoin de quelqu'un. Arrête d'être si mélodramatique. Appelle une de tes amies. On ne va pas annuler notre soirée. Juste parce que tu as décidé de faire une crise de panique. La ligne a été coupée. Je suis restée là, à l'arrière de l'ambulance, entourée par le bip des moniteurs, pendant qu'un infirmier me demandait si ça allait, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me sauter aux yeux il y a des années. J'étais complètement seule. Les 2 personnes censées m'aimer inconditionnellement venaient de choisir un concert au lieu de la vie de leur fille. Depuis mon brancard aux urgences, avec des infirmières qui couraient autour de moi et des médecins qui criaient des termes médicaux que je ne comprenais pas, j'ai passé 2 coups de téléphone. Le premier a été pour Regarde d'Élite, une agence de nounous professionnelle que j'avais repérée quelques mois auparavant sans jamais penser en avoir besoin. En moins de 20 minutes, une nounou d'une 50aine d'années nommée Béatrice, ancienne auxiliaire de puériculture en néonatologie, est arrivée aux urgences pour ramener Chloé à la maison. Le deuxième appel a été pour ma banque. J'ai transféré 3 200 € de mon compte courant vers un livret d'épargne séparé. C'était le montant exact que je virais sur le compte de mes parents chaque mois depuis 8 ans. Ils pensaient que cet argent venait des revenus d'investissement de mon frère. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi. Avant de vous dire ce qui s'est passé. Quand mes parents ont découvert la vérité, il faut que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Si vous aimez cette histoire, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur le bouton « J'aime », mais seulement si vous y trouvez sincèrement de la valeur. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En grandissant, j'ai toujours été l'autre. Mon frère Maxime avait 3 ans de plus que moi, et depuis le jour où il a su marcher, il était promis à un grand avenir, du moins selon mes parents. Il était le capitaine de l'équipe de foot. Le garçon le plus populaire du lycée, l'enfant qui ne pouvait rien faire de mal. Moi, j'étais la fille discrète qui aimait les livres et passait trop de temps à dessiner dans des carnets. Quand Maxime a eu un 12 en physique-chimie, papa lui a payé des cours particuliers et lui a dit qu'il croyait en lui. Quand je ramenais des 18/20 partout, maman jetait un coup d'œil à mon bulletin et disait « Eh bien, c'est ce qu'on attend de toi. » Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Maxime a abandonné son école de commerce au bout de 2 ans pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui signifiait en réalité passer d'une idée d'entreprise ratée à une autre.
Mes parents ont financé chaque projet. Ils lui ont acheté un bel appartement en centre-ville quand il avait 23 ans. Ils se sont portés garant pour une BMW qu'il n'avait pas les moyens de se payer. Quand ces affaires s'effondraient inévitablement, il couvrait ses dettes sans poser de questions. Pendant ce temps, j'ai payé mes études à l'école d'infirmière. L'IFSI, en cumulant 3 petits boulots. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai décroché un poste au CHU de la ville, et j'ai acheté un petit pavillon dans un quartier modeste. Mes parents sont venus à ma remise de diplôme mais sont partis tôt parce que Maxime avait une grosse réunion avec des investisseurs. Qui s'est avérée être une soirée au bar avec ses potes. Quand je suis tombée enceinte de Chloé à 29 ans, après la mort de mon mari dans un accident sur un chantier de construction, la réaction de mes parents a été d'une froideur typique. Eh bien, ça va te compliquer la vie, a dit maman. Aucune offre d'aide. Aucune joie pour leur première petite fille. Juste de la déception parce que j'avais compliqué ma vie. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais su, c'est que je les soutenais financièrement depuis près d'une décennie. Ça a commencé quand j'avais 24 ans. Je venais de décrocher mon premier vrai poste d'infirmière avec un salaire décent. Mes parents m'ont appelé un soir, ce qui était rare. Ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Camille, il faut qu'on te parle d'une chose grave, a dit papa. On a du retard. Sur le loyer. 3 mois de retard. On risque l'expulsion. J'étais sous le choc. Comment c'est possible? Vous travaillez tous les deux. Les heures de ta mère ont été réduites. Mon dos me fait souffrir, alors j'ai raté des journées de travail. On a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre à flot. De combien avez-vous besoin? Environ 3 500 € pour solder la dette et couvrir le mois prochain. J'avais 5 000 € sur mon livret A, de l'argent que j'avais soigneusement mis de côté. Mais c'étaient mes parents. Ils avaient besoin d'aide. Je peux vous aider, ai-je dit. Merci, ma chérie. On te remboursera dès qu'on sera sur pied. Ils ne m'ont jamais remboursé. Mais un mois plus tard, ils ont rappelé. Puis le mois suivant, et encore le suivant. C'est devenu une habitude. Ils avaient besoin de 800 € par-ci, 1 200 € par-là. Toujours temporaire. Toujours jusqu'à ce qu'on se refasse. Après 6 mois de paiements irréguliers, j'ai fait quelque chose qu'ils n'ont jamais su. J'ai contacté directement leur propriétaire et mis en place un virement automatique. Chaque mois, 3 200 € partaient directement de mon compte pour payer leur loyer et leurs charges. Ils pensaient que Maxime s'en occupait grâce à un compte d'investissement qu'il avait soi-disant créé pour eux. Il était plus que ravi d'en récolter les lauriers. Ton frère a tellement de succès, disait maman. Il prend si bien soin de nous. Je ne l'ai jamais corrigé. Je me disais que l'important c'était qu'il soit à l'abri. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. J'étais juste une bonne fille. Mais sur 8 ans, la somme est devenue astronomique. 3 200 € par mois pendant 96 mois. Ça fait 307 200 €. Près d'un tiers de million d'euros que j'avais discrètement injecté pour mes parents pendant qu'ils louaient la générosité de Maxime et me traitaient comme la 5e roue du carrosse. Quand Chloé est née, je les ai appelés pour leur annoncer. C'est bien, ma chérie, a dit maman. Écoute, je ne peux pas parler longtemps. On va dîner chez Maxime. Il fait un barbecue. Ils ne sont pas venus à la maternité. Ils n'ont pas apporté de cadeaux. Ils n'ont pas proposé leur aide. Quand Chloé avait 3 mois et que je noyais sous l'épuisement et le deuil de mon mari, ils sont passés une fois
Maman a tenu Chloé 5 petites minutes avant de me la rendre. Elle pleure beaucoup, a-t-elle dit, comme si c'était de ma faute. Ils sont partis au bout de 20 minutes parce qu'ils avaient des places de théâtre avec Maxime. Pendant 2 ans, ça a été ma réalité. Travailler à plein temps comme infirmière urgentiste, élever Chloé seule, payer le loyer exorbitant de mes parents pendant qu'ils couvraient Maxime d'attention et ignoraient leur petite fille. Je me disais que ça allait. Je n'avais pas besoin d'eux. Chloé et moi, on s'en sortait très bien toutes les deux. Et puis mon cœur a commencé à lâcher. Ça a commencé 3 semaines avant l'urgence. J'étais au travail, en plein milieu de ma garde, quand j'ai senti mon cœur rater un battement. Pas le petit frisson qu'on a quand on est nerveux, mais une véritable sensation physique que mon cœur s'arrêtait une seconde, puis s'emballait pour rattraper le retard. Je l'ai ignoré. Les infirmières font de très mauvaises patientes. On pense toujours qu'on sait mieux que tout le monde et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour des symptômes. Mais ça a continué. 2, 3, 4 fois. Par garde. Puis ça a commencé à la maison. Je jouais avec Chloé, je lui lisais une histoire avant de dormir, et soudain mon cœur se mettait à bégayer. Je devais m'asseoir, reprendre mon souffle, attendre que la sensation passe. Je suis finalement allé voir le docteur Leroy, un cardiologue de mon hôpital. Il a fait des examens, un ECG, un test d'effort, une échocardiographie. Son visage s'est assombri à chaque résultat. Camille, vous souffrez d'une affection appelée tachycardie ventriculaire. Le système électrique de votre cœur a dératé. Sans traitement, cela pourrait entraîner un arrêt cardiaque soudain. La pièce a semblé basculer. Quel genre de traitement? Nous devons procéder à une ablation par cathéter. Nous allons passer par votre artère fémorale, trouver la zone qui dysfonctionne et la cautériser. En gros, créer une petite cicatrice qui bloque la voie électrique anormale. C'est dangereux. Toute intervention cardiaque comporte des risques. Mais sans elle, vous risquez une mort subite. Nous devons programmer ça rapidement. Je l'ai programmé pour dans 3 semaines. J'avais besoin de temps pour organiser la garde de ma fille, pour me préparer. Je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je ne voulais pas entendre ma mère me dire que j'exagérais. J'avais prévu de demander à mon amie Julie du travail de garder Chloé pendant l'intervention. Mais 2 jours avant l'opération prévue, tout s'est accéléré. Je donnais à manger à Chloé, des coquillettes au jambon, son plat préféré, quand mon cœur n'a pas juste raté un battement. Il s'est bloqué. J'ai ressenti une douleur écrasante dans la poitrine qui irradiait le long de mon bras gauche. La pièce s'est mise à tourner. Je n'arrivais plus à respirer. Chloé m'a regardé avec ses grands yeux marrons. Maman Bobo. J'ai réussi à composer le 15, le SAMU, avant de m'effondrer. La dernière chose dont je me souviens avant l'arrivée des secours, c'est la petite main de Chloé tapotant mon visage en disant « Maman, réveille-toi ». Dans l'ambulance, ils m'ont dit que je faisais une tachycardie ventriculaire soutenue. Mon rythme cardiaque était à plus de 200 battements par minute. Ils avaient dû me faire un choc électrique externe pour remettre mon cœur dans le bon rythme. J'avais besoin d'une opération en urgence absolue ce soir-là. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mes parents. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient des places pour Mylène Farmer. Béatrice, la nounou de l'agence, a été une bénédiction. Elle approchait la soixantaine, avec 20 ans d'expérience en service de néonatologie et cette compétence calme de ceux qui ont tout vu. Elle est arrivée aux urgences en moins de 13 minutes, a évalué la
situation instantanément et a pris Chloé dans ses bras. Maman doit aller aider. Des docteurs, a-t-elle dit à Chloé d'une voix apaisante. Toi et moi, on va faire une super soirée pyjama chez toi. On va lire des histoires et manger des gâteaux, et quand tu te réveilleras, maman t'appellera. Ça te dit? Chloé, qui était d'habitude très sauvage avec les inconnus, a hoché la tête et a pris la main de Béatrice. Quelque chose chez cette femme respirait la sécurité. Merci. Ai-je chuchoté, les larmes coulant sur mon visage. Ma grande, concentre-toi sur ta guérison. Ta petite fille ira très bien. Je gère. Ils m'ont emmené au bloc. À 21h47. La dernière pensée que j'ai eue avant que l'anesthésie ne fasse effet a été, mes parents sont à un concert en ce moment. Ils chantent à tue-tête. Pendant que leur fille subit une opération à cœur ouvert. L'intervention a duré 4 heures. Le docteur Leroy m'a expliqué plus tard que c'était plus compliqué que prévu. Ils avaient trouvé plusieurs faisceaux électriques anormaux et avaient dû faire une ablation étendue. Il y a eu un moment, vers la 3e heure, où mon cœur s'est complètement arrêté et ils ont dû le relancer. J'aurais pu mourir. Quand je me suis réveillée dans l'unité de soins intensifs de cardiologie, la première chose que j'ai faite a été de demander des nouvelles de Chloé. L'infirmière, Sophie, je la connaissais des urgences, a souri et m'a montré son téléphone. Béatrice avait envoyé des nouvelles toutes les heures. Des photos de Chloé dormant paisiblement, des émojis poussant l'air, des messages rassurants. Tu as une bonne équipe qui s'occupe de ta petite, a dit Sophie. Ouais, ai-je dit doucement. C'est vrai. Mes parents n'étaient pas là. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le soient. Mais quand même, une petite partie de moi avait espéré que peut-être, juste peut-être, ils réaliseraient la gravité de la situation et se pointeraient. Ils ne l'ont pas fait. Je suis restée en soins intensifs pendant 2 jours, puis j'ai été transférée dans le service de cardiologie classique pendant 3 jours de plus. Béatrice est restée avec Chloé tout ce temps, refusant de partir avant que je sois rentrée chez moi et stabilisée. J'ai essayé de la payer le double de son tarif. Elle a refusé. Certaines choses comptent plus que l'argent, a-t-elle dit. Cette petite fille avait besoin de quelqu'un qui puisse être pleinement présent. Je suis heureuse d'avoir pu être cette personne. Pendant ces 5 jours à l'hôpital, mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de mes parents. Aucun texto pour demander comment cette crise de panique dramatique s'était terminée. Rien. Mais le 3e jour, quelque chose d'intéressant s'est produit. Mon père a appelé. Pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se plaindre. Camille, il y a un problème avec le paiement du loyer. Le propriétaire a appelé et a dit que ce n'était pas passé ce mois-ci. Tu peux voir ça avec Maxime? Il gère tout ça. Mais je n'arrive pas à le joindre. J'étais encore branchée à un moniteur cardiaque, encore en convalescence d'une opération qui m'avait sauvé la vie, et mon père appelait pour se plaindre de son loyer. Je n'en sais rien, papa. Ai-je répondu d'une voix atone. Vous allez devoir vous débrouiller. Bon. Est-ce que tu peux au moins appeler Maxime pour nous? Tu sais comment il est. Pour répondre au téléphone. Non, papa. Je ne peux pas. Je suis à l'hôpital. Oh, encore? Je pensais que c'était juste un truc d'une journée. Tu es à l'hôpital, pourquoi au juste? Elle. La question m'a frappé comme un coup de poing. Il ne savait même pas. Il avait oublié, ou plus probablement, il n'avait jamais enregistré que j'avais dit à maman que j'avais besoin d'une opération du cœur en urgence. J'ai eu une opération à cœur ouvert, papa. Pour régler le problème cardiaque qui a failli me tuer.
Celui dont j'ai parlé à maman juste avant que vous n'alliez à votre concert. Il y a eu un long silence. Ah. C'est vrai. Et. Bien, tu as l'air d'aller bien maintenant. Donc, pour le loyer. Je lui ai raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de mon père. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'en avais fini. Je suis rentrée chez moi le 6e jour. Béatrice m'a aidé à m'installer. S'est assuré que Chloé et moi avions tout ce dont nous avions besoin, et n'est parti que lorsque je l'ai littéralement poussé vers la porte avec un chèque. Pour une semaine complète de garde. Tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit. Et je dis bien de quoi que ce soit. Je t'ai donné mon numéro de portable personnel pour une bonne raison. Chloé était folle de joie de me retrouver, mais elle s'était aussi remarquablement bien adaptée vu les circonstances. Béatrice avait été incroyable. On a passé la première journée à faire des câlins sur le canapé, à regarder des Disney et à manger de la glace. Pour le déjeuner. Mes parents n'avaient toujours pas appelé. Le 7e jour, j'étais assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, en train de vérifier mes finances. Mon cardiologue m'avait recommandé de prendre au moins 6 semaines d'arrêt de travail pour me remettre complètement. Entre les indemnités journalières et mes économies, j'allais m'en sortir. Mais seulement si j'arrêtais cette saignée mensuelle de 3200 €. J'ai affiché le virement automatique vers le propriétaire de mes parents. Mon doigt a plané au-dessus du bouton annulé pendant un long moment. 8 années de paiement. Près de 307 000 €. Tout cela fait discrètement, sans la moindre reconnaissance. Par une sorte de devoir filial mal placé. Et quand j'avais eu le plus besoin d'eux, ils avaient choisi Mylène Farmer. J'ai cliqué sur Annuler. Puis j'ai rédigé un email à mes parents. Maman et papa, à partir d'aujourd'hui, j'interromps les paiements mensuels du loyer et des charges que je faisais en votre nom depuis 8 ans. Le virement automatique de 3200 € par mois est désormais annulé. Ce message vous perturbe sûrement, car vous pensiez que Maxime couvrait ses dépenses. Ce n'était pas lui. Ça a toujours été moi. Pendant 96 mois consécutifs, j'ai payé votre loyer tout en travaillant à temps plein, en payant mes propres études d'infirmière, puis en élevant ma fille seule après le décès de mon mari. Lors de ma récente opération du cœur en urgence absolue, une opération vitale, je vous ai appelé pour que vous gardiez Chloé. Vous avez refusé parce que vous aviez des billets de concert. Vous n'avez pas appelé pour prendre de mes nouvelles après. Vous n'avez pas demandé si l'opération s'était bien passée. Vous n'avez pas demandé comment allait votre petite fille. Le seul appel que j'ai reçu, c'est papa qui me demandait de courir après Maxime pour un paiement de loyer qui n'était pas passé. Ce paiement n'est pas passé parce que j'étais en soins intensifs, en train de me remettre d'une intervention où mon cœur s'est arrêté et a dû être relancé. J'ai payé 307 200 € pour vous soutenir au fil des ans. Je l'ai fait en silence parce que je vous aimais et que je voulais aider. Mais j'en ai marre d'être invisible pendant que Maxime récolte tous les lauriers et toute l'attention. À partir de maintenant, vous devez vous débrouiller seul. Je vous souhaite une bonne continuation. Camille. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai cliqué sur Envoyer. Pour la première fois depuis 8 ans, je me suis sentie légère. Ils ont reçu l'email à 16h37 un mardi. Je le sais parce que c'est à ce moment-là que les appels ont commencé. Le premier appel est venu de ma mère. À 16h41. Je l'ai laissé sonner. Camille, c'est quoi cet email? De quoi tu parles? Rappelle-moi immédiatement. Deuxième appel,
16h43. Répondeur encore. Camille, c'est ridicule. Si tu as quelque chose à dire, tu me le dis en face. Pas dans un email passif-agressif. Rappelle-moi. Troisième appel, 16h47. Camille Dupont, tu décroches ce téléphone tout de suite. Il faut qu'on parle de cette accusation ridicule que tu portes. À 18h, j'avais 17 appels en absence. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je me suis concentrée sur le dîner de Chloé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 43 appels en absence et 29 SMS. Je les ai fait défiler en buvant mon café, pendant que Chloé jouait avec ses cubes sur le tapis du salon. Les messages suivaient un schéma prévisible. D'abord le déni. Tu confonds avec autre chose. C'est Maxime qui gère nos finances, pas toi. Puis la colère. Comment oses-tu inventer des mensonges sur le fait de nous entretenir? On ne t'a jamais pris un centime. Puis le marchandage. Même si tu as aidé un peu de temps en temps, la famille. Aide la famille. C'est comme ça. Ensuite la culpabilisation. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En nous abandonnant? Et enfin, la panique. Camille, je t'en supplie. Le propriétaire réclame le loyer. On ne peut pas se permettre ça tout seul. S'il te plaît. Laisse-nous juste un peu de temps pour trouver une solution. J. N'ai répondu à aucun d'eux. Le troisième jour après l'email, mon frère a fini par appeler. Maxime avait été en copie du mail, mais il lui avait apparemment fallu 2 jours pour digérer l'info. Cette fois, j'ai décroché. Camille, c'est quoi ce bordel? Maman pète un plomb. Salut, Maxime. C'était bien le concert de Mylène Farmer? Quoi? Le concert était très bien. Écoute, maman dit que tu prétends payer leur loyer depuis 8 ans. C'est n'importe quoi. J'ai ouvert un compte d'investissement pour eux. Non, tu ne l'as pas fait. Tu leur as dit que tu l'avais fait. Mais les prélèvements ont toujours été faits sur mon compte courant. J'ai 8 ans de relevé bancaire pour le prouver. Il y a eu un long silence. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'ils avaient besoin d'aide et que je suis leur fille. La vraie question, c'est plutôt, pourquoi les as-tu laissé croire que c'était toi? Parce que, je veux dire, ça leur faisait plaisir. Ils étaient fiers de moi. Et ça valait plus pour toi que la vérité? Camille, tu ne comprends pas. J'ai connu beaucoup d'échecs. Beaucoup de déceptions. Ils avaient besoin de croire que je réussissais dans quelque chose. Ça ne faisait de mal à personne. Ça me faisait du mal à moi, Maxime. Ça faisait mal à chaque fois qu'ils te félicitaient pour ta générosité en ignorant tout ce que je faisais. Ça a fait mal quand j'ai eu besoin d'aide avec Chloé. Qu'ils étaient trop occupés à célébrer ton dernier projet bidon. Et ça a vraiment fait mal quand je devais me faire opérer du cœur en urgence absolue et qu'ils n'en avaient rien à foutre parce qu'ils avaient des places de concert avec toi. Je ne savais pas pour l'opération. Parce qu'aucun de vous ne me demande jamais comment je vais. C'est quand la dernière fois que tu m'as appelé juste pour prendre des nouvelles? C'est quand la dernière fois que l'un de vous a demandé des nouvelles de Chloé? Vous ne savez rien de ma vie parce que vous n'avez jamais cherché à le savoir. C'est pas juste. Juste. Tu veux parler de justice? J'ai donné à nos parents 307 200 € pendant que tu leur faisais des promesses en l'air et t'attribuais le mérite de mon argent. Je ne crois pas que tu sois en position de me faire la morale sur ce qui est juste. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Les appels se sont intensifiés.
Au 5e jour, je recevais 60 à 70 appels par jour de divers numéros. Mes parents, Maxime, ma tante Sylvie, mon oncle Marc. Toute la famille s'en est mêlée. Les messages allaient de l'accusation à la supplication en passant par l'hostilité pure et simple. Mon préféré était celui de ma tante Sylvie: ta mère est dévastée. Comment peux-tu être aussi cruel avec les gens qui t'ont élevé? J'ai répondu: les gens qui m'ont élevé m'ont appris à être indépendante et à me débrouiller seule. Je ne fais que suivre leurs conseils. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après avoir envoyé l'email, j'avais un rendez-vous de contrôle avec le docteur Leroy. Chloé était venue avec moi. Je n'avais toujours pas l'autorisation de conduire, donc Béatrice nous a conduites au CHU. Nous étions dans la salle d'attente quand mes parents sont entrés. J'ai vu ma mère en premier. Elle avait l'air vieillie, plus fatiguée. Mon père était derrière elle, le visage figé dans cette expression sévère qu'il prenait avant de faire la morale. Ils m'ont repéré immédiatement. Camille, il faut qu'on parle, a dit maman en marchant vers moi. Tu ne peux pas nous ignorer éternellement. Chloé s'est blottie contre moi. Elle ne les reconnaissait pas. Il l'avait vu si rarement qu'il était littéralement des inconnus pour elle. Pas ici, ai-je dit calmement. J'ai un rendez-vous médical. On essaie de te joindre depuis 2 semaines. 2 semaines, Camille. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous as fait traverser? Je sais exactement ce que je vous ai fait traverser. La même chose que ce que vous m'avez fait subir quand j'étais en chirurgie d'urgence et que vous avez choisi un concert plutôt que votre fille. On ne savait pas que c'était grave. Je vous ai dit que j'étais dans une ambulance du SAMU. Je vous ai dit que je devais être opérée du cœur. Qu'est-ce qui n'avait pas l'air grave là-dedans? Mon père a fini par prendre la parole. Tu as toujours exagéré les choses, Camille. Le moindre bobo est une crise avec toi. On pensait que tu faisais ta comédie. J'ai failli mourir, ai-je dit, la voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté pendant l'opération. Ils ont dû le relancer. J'aurais pu laisser Chloé orpheline. Et vous n'avez même pas appelé pour voir si j'allais bien après. On allait le faire, a dit maman faiblement. C'est juste con. On a été pris par le temps. Pris par le temps pendant 2 semaines. Vous avez trouvé le temps de m'appeler 70 fois hier pour de l'argent de loyer, mais vous n'avez pas trouvé le temps de demander si votre fille avait survécu à son opération. Une infirmière est apparue dans l'encadrement de la porte. Camille Dupont. Le docteur Leroy est prêt à vous recevoir. Je me suis levée en prenant la main de Chloé. Je dois y aller. On n'a pas fini de parler de ça, a dit papa. Si, on a fini. On a fini de parler de tout. J'ai commencé à m'éloigner, mais maman a attrapé mon bras. Camille, je t'en prie. On va perdre notre appartement. On ne peut pas le payer sans ton aide. Laisse-nous juste quelques mois de plus pour nous retourner. Vous avez eu 8 ans pour vous retourner. J'en ai fini de subventionner votre vie pendant que vous me traitez comme si je n'existais pas. Mais où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais rien, maman. Demande à Maxime de vous aider. C'est lui qui réussit si bien? Non. Celui qui prend si bien soin de vous. J'ai dégagé mon bras et j'ai suivi l'infirmière dans le couloir. Derrière moi, j'entendais la voix de ma mère s'élever, appelant mon prénom. Je ne me suis pas retournée. Le cabinet du docteur Leroy était calme et apaisant. Il a vérifié mes cicatrices, examiné mes résultats et a souri.
Vous guérissez magnifiquement bien. Votre rythme cardiaque est parfait. Quoi que vous fassiez, continuez. J'ai sorti les personnes toxiques de ma vie, ai-je dit. Il s'avère que c'est bon pour la santé cardiaque. Il a ri. C'est le meilleur des remèdes. Quand nous avons terminé, Béatrice nous attendait dans le couloir avec Chloé. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec elle. Le docteur Moreau, le médecin urgentiste qui était de garde la nuit où je suis arrivée. Camille, a-t-il dit chaleureusement. C'est bon de vous voir sur pied. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, merci. Vous m'avez sauvé la vie cette nuit-là. Nous avons tous fait notre travail. Mais écoutez, je voulais vous parler de quelque chose. J'étais dans la salle d'attente tout à l'heure et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation avec ces personnes. Ce sont vos parents? J'ai senti mon estomac se nouer. Oui. Je suis désolée s'ils ont fait un scandale. Non, non. Rien de tout ça. Mais il a hésité. Camille, il faut que je vous dise quelque chose. La nuit de votre admission, quand vous étiez en tachycardie, j'ai demandé qui était votre contact d'urgence. Vous avez indiqué vos parents. Je les ai appelés. Pendant que vous étiez au bloc. Le monde a vacillé. Vous avez fait quoi? J'ai appelé le numéro que vous m'avez donné. Votre mère a décroché. Je me suis présenté comme médecin urgentiste au CHU et je lui ai dit que vous étiez dans un état critique. Que vous subissiez une opération cardiaque d'urgence et qu'elle devait venir à l'hôpital immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a répondu? L'expression du docteur Moreau était sombre. Elle a demandé si vous alliez mourir dans les 2 prochaines heures. J'ai répondu que je ne savais pas, mais que votre état était grave et instable. Elle a dit, et je cite, « Eh bien, si elle est encore en vie dans 2 heures, j'y réfléchirai pour passer demain. On a une soirée de prévue. » Puis elle a raccroché. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis assise lourdement sur un banc dans le couloir. J'ai documenté l'appel dans votre dossier médical, a poursuivi le docteur Moreau. Je suis médecin depuis 23 ans. Et je n'ai jamais, pas une seule fois, vu un membre de la famille réagir de cette manière face à une urgence vitale. Je voulais que vous le sachiez parce que je les ai entendus dire dans la salle d'attente qu'ils ne savaient pas que c'était grave. Ils savaient, Camille. Ils savaient pertinemment, et ils ont choisi de ne pas venir. La main de Béatrice s'est posée sur mon épaule pour me soutenir. Chloé était dans ses bras, jouant avec son collier, ignorante de tout. Pourquoi vous me dites ça, ai-je murmuré. Parce que vous aviez l'air de vaciller. Comme si vous remettiez peut-être en question votre décision de couper les ponts. Et je voulais que vous sachiez que vous avez pris la bonne décision. Des parents qui réagissent comme ça à l'urgence médicale de leur enfant. Il a secoué la tête. Vous méritez mieux. Cette petite fille mérite mieux. Merci. Ai-je réussi à articuler? Merci de me l'avoir dit. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Je suis restée assise là un long moment, à digérer l'information. Il savait. Depuis le début, il savait à quel point c'était grave et il était quand même allé à ce concert. Et maintenant, ils étaient dans la salle d'attente en train de réécrire l'histoire, se faisant passer pour les victimes d'une mauvaise communication de ma part. Béatrice s'est assise à côté de moi. Ça va, ma chérie? Oui, ai-je dit lentement. Oui, je crois que ça va. Vraiment. Nous nous sommes levés pour partir, nous dirigeant vers la sortie. En passant devant la salle d'attente, mes parents étaient toujours là, parlant à la secrétaire. Probablement pour essayer de savoir quand serait mon prochain rendez-vous.
Mon père m'a vu et a commencé à se lever. J'ai croisé son regard. Et j'ai secoué la tête une fois. Il s'est figé. Puis le docteur Moreau est entré dans la salle d'attente. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il a dit, mais j'ai vu le visage de mon père devenir livide. Totalement blanc. Ses mains ont commencé à trembler. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Le docteur Moreau lisait un dossier. Mon dossier, ai-je compris. Il était en train de leur répéter exactement ce qu'il venait de me dire. À propos du coup de fil. De la réponse de ma mère. De la trace dans le dossier médical. Je ne suis pas restée pour voir la suite. Béatrice, Chloé et moi avons passé les portes principales pour retrouver le soleil éclatant de l'après-midi. On va où maintenant ? A demandé Béatrice. J'ai baissé les yeux vers Chloé qui me souriait en me tendant la main. À la maison, ai-je dit. On rentre à la maison. Les appels ont continué pendant 6 semaines, mais avec une fréquence de plus en plus réduite. Au début, c'était 80 ou 90 fois par jour de numéros différents. Puis 50. Puis 20. Ils ont fini par s'éteindre complètement. J'ai appris par ma tante Sylvie que mes parents avaient dû quitter leur appartement. Ils vivent avec Maxime maintenant, dans son petit T2. Apparemment, la cohabitation se passe très mal. Les revenus d'investissement de Maxime n'existent pas en réalité, donc il ne peut pas les aider. Ils font des demandes de logement social HLM et d'aide de l'État. Je ne ressens rien par rapport à ça. Ni satisfaction, ni culpabilité, rien. Ils ont fait leur choix. J'ai repris le travail à mi-temps. Le temps de finir ma convalescence. L'hôpital a été incroyablement soutenant et mes collègues sont devenus ma vraie famille. Ils ont organisé la fête des 3 ans de Chloé le mois dernier. 40 personnes sont venues. Tous ont apporté des cadeaux et de l'amour pour une petite fille qu'ils connaissaient à peine, tout ça parce qu'ils tiennent à moi. Béatrice garde toujours Chloé 2 fois par semaine. Elle est devenue comme une grand-mère pour elle. La grand-mère que Chloé aurait dû avoir mais qu'elle n'a pas eue. Elle lui lit des histoires, fait des gâteaux avec elle et lui raconte des anecdotes de quand elle était infirmière. Chloé l'adore. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère. Pas un email, une vraie lettre manuscrite. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais la curiosité l'a emportée. Chère Camille, j'ai passé 3 mois à réfléchir à ce que je devais te dire. Ton père dit qu'on devrait t'oublier et passer à autre chose. Maxime dit que tu finiras par te calmer, mais moi je sais. Je sais ce qu'on a fait. Je sais qu'on a fait le mauvais choix. Cette nuit-là, quand le médecin a appelé, je me suis dit que tu allais bien. Tu vas toujours bien. Tu es forte et capable et tu n'as pas vraiment besoin de nous. C'est ce que je me suis raconté. Mais la vérité, c'est que j'étais en colère. En colère que tu interrompes notre soirée. 1. Colère parce que tu as toujours l'air d'avoir besoin de quelque chose. 1. Colère parce que tu n'étais pas Maxime. Ce Maxime facile à vivre, charmant, qui réussit tout et ne demande jamais rien. Je n'ai compris que bien plus tard que tu ne demandais jamais rien parce qu'on t'a appris que demander ne servait à rien. Le docteur nous a répété ce que j'ai dit au téléphone. Il nous a dit que ton cœur s'était arrêté pendant l'opération. Il nous a dit que tu aurais pu mourir et qu'on n'était pas là. Ton père n'est plus le même depuis. Il ne le dit pas, mais je sais qu'il y pense. Et si tu étais morte ? Et si Chloé avait grandi ? Sans mère parce qu'on voulait voir un concert ? Je ne peux pas effacer ça. Je ne peux pas revenir en arrière et faire d'autres choix. Tout ce que je peux faire,
C'est te dire que je suis désolée et que je sais que pardon ne suffit pas. Je n'attends pas de toi que tu me pardonnes. Je n'attends pas de toi que tu nous laisses revenir dans ta vie. Je voulais juste que tu saches que je vois clair. Maintenant. Je vois ce qu'on t'a fait et j'ai honte. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai soigneusement plié et rangé dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je ressentirai quelque chose en la lisant. Peut-être qu'un jour, ces excuses auront de l'importance. Mais aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, j'ai une vie à vivre et une fille à élever. Et je fais les 200 les personnes qui m'ont appris que je ne valais pas la peine de me soutenir. Chloé court dans la cuisine, ses petits pas résonnant sur le carrelage. Maman, on peut aller au parc? Bien sûr, dis-je en la prenant dans mes bras. C'est parti. En marchant vers le parc, la main de Chloé dans la mienne, je repense à ce que j'ai appris. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui sont là quand vous en avez besoin. C'est Béatrice qui a tout lâché pour s'occuper de l'enfant d'une inconnue. C'est le docteur Moreau qui s'est assuré que je connaisse la vérité. Ce sont mes collègues qui sont devenus mon système de soutien. J'ai appris qu'être une bonne personne ne signifie pas être un paillasson. J'ai passé 8 ans à essayer de gagner l'amour de mes parents par le soutien financier et tout ce que j'ai obtenu, c'est d'être considérée comme acquise. Et j'ai appris que certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Tous les membres de la famille ne méritent pas une place dans votre vie, et s'éloigner d'une situation toxique n'est pas cruel, c'est de l'instinct de survie. Mon téléphone vibre. C'est un message de Béatrice. Dîner à la maison dimanche? Je fais un bœuf bourguignon. Chloé pourra m'aider à faire des cookies. Je réponds, on y sera. C'est ma famille. Maintenant, celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisi en retour. Et mon cœur physique comme mon cœur émotionnel, n'a jamais été aussi en forme. 6 mois après l'opération, j'ai croisé mon frère par hasard dans un supermarché. Leclerc. Il était seul, l'air fatigué et plus vieux que ses 35 ans. Camille, a-t-il dit, surpris. Salut, Maxime. Un silence gênant s'est installé entre nous. Comment va Chloé, a-t-il fini par demander. Elle va super bien, elle pousse comme un champignon. Tant mieux. C'est bien. Nouvelle pause. Écoute. Je sais que tu ne veux plus entendre parler de nous, mais je voulais m'excuser. Pour m'être attribué le mérite d'avoir aidé papa et maman, pour ne pas t'avoir défendu, pour tout le reste. J'ai scruté son visage, cherchant un signe de manipulation ou de manque de sincérité. Je n'en ai pas trouvé. D'accord, ai-je répondu simplement. Est-ce que... Je veux dire, est-ce qu'il y a une chance pour qu'on puisse, je ne sais pas, prendre un café un de ces jours? Essayer de reconstruire quelque chose. J'y ai réfléchi, j'y ai vraiment réfléchi, puis j'ai secoué la tête. Je ne crois pas, Maxime. J'ai passé trop d'années à essayer de nouer des relations avec des gens qui ne m'estimaient pas. J'ai fini avec ça. Je construis ma vie avec des gens qui sont vraiment là. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Vraiment. Pour ce que ça vaut, vivre avec papa et maman m'a ouvert les yeux. Je vois maintenant comment ils t'ont traité, et comment moi je t'ai traité. C'est bien, ai-je dit. J'espère que ça t'aidera à être quelqu'un de meilleur pour la prochaine personne. Camille, il faut que j'y aille. Chloé m'attend dans la voiture avec une amie. Je l'ai dépassée sans me retourner. Certaines personnes méritent une seconde chance, d'autres non, et je suis enfin en paix avec le fait de faire la différence. En rentrant chez moi,
Ce jour-là, pendant que Chloé chantait sur la musique de la radio depuis son siège auto, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessée. J'étais juste libre. Libre de toute obligation envers des gens qui ne se sont jamais sentis obligés envers moi. Libre de l'espoir que les choses changent un jour. Libre du poids de devoir constamment prouver que je mérite d'être aimé. Je sais déjà que je mérite d'être aimé. Chloé le sait. Béatrice le sait. Ma famille de cœur le sait. Et ça suffit. C'est plus que suffisant. Si vous avez lu jusqu'ici, merci d'avoir suivi mon histoire. Je ne la partage pas pour attirer la pitié, mais parce que je sais que je ne suis pas seule. Il y en a d'autres là dehors qui ont tout donné à des membres de leur famille qui ne font que prendre. Qui ont été l'enfant invisible, la déception, celui ou celle qui n'est jamais assez bien. À ces personnes, je veux que vous sachiez que vous méritez mieux. Vous méritez des gens qui sont là pour vous. Vous méritez d'être estimé. Et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire, c'est de vous en aller. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo. Et si vous avez déjà dû prendre une décision similaire. Vous n'êtes pas seul.